Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13h, 22h à Busan, c'est en Corée du Sud. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, à la une de ce journal rideau sur la 4e édition de Mali Digital Awards, un événement marqué par la remise de prix à 4 meilleures startups du pays. Le ministère en charge de l'économie numérique salue une initiative qui vise la valorisation du digital dans notre pays. De la lumière en Gara, c'est dans la région de Ségou, avec la mise en service d'une centrale solaire. Elle a coûté, tenez-vous bien, 200 millions de francs CFA et touche directement 400 ménages. L'invité de ce 13h dimanche est Maître Demba Koné, secrétaire général de l'Ordre des notaires du Mali. Nous aborderons avec lui les conclusions des états généraux du notariat du Mali. Dans ce 13h dimanche, nous irons à Busan, en Corée du Sud, qui accueille à partir de ce dimanche le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation, à suivre les enjeux de la rencontre avec notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba. Et nous entendrons la réaction du ministre de la jeunesse Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui conduit la délégation malienne. Et puis, ne manquez pas, dans une dizaine de minutes, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Dans le journal des sports, il sera question de basketball avec le carré d'as du championnat national de première division qui s'est achevé hier. En athlétisme, les rideaux tombent ce dimanche sur les championnats nationaux seniors 2024 qui se déroulent à Sikasso. Un point complet à ne pas manquer avec Fotigui Tunkara. La chronique santé s'intéresse aux prématurés ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. La 4e édition de Mali Digital Awards a fermé ses portes hier à Bamako avec la remise de prix aux meilleures startups. Les lauréats sont choisis dans 4 catégories, à savoir e-éducation, e-santé, e-solutions digitales et la start-up digitale. Le ministère en charge de l'économie numérique félicite les organisateurs pour la valorisation du digital au Mali. On fait le point avec Seydou Traoré. Dans le classement général des meilleures startups de la 4e édition de Mali Digital Award, le projet Bean School a remporté le trophée e-éducation. Kenya Koura est classé meilleur en e-santé. Le prix de meilleure solution digitale est revenu au projet Secret Gaz. Et la 4e catégorie Startup Digital a été enlevée par le projet Centre Commercial Digital. Mohamed Lamine Kone, lauréat. Ce prix nous rend vraiment heureux parce que ça nous montre qu'on est vraiment sur la bonne voie et qu'on doit continuer à persévérer afin de pouvoir sortir une version commerciale pour pouvoir faciliter l'utilisation du gaz pour tous les Maliens. Secure Gaz est l'un de nos produits phares actuellement, qui est un prototype qui permet de détecter les fuites de gaz en temps réel et alerter les propriétaires via SMS, appel et émet aussi des effets sonores pour alerter les occupants de la maison. Ado Ologem, chef de projet Mali Digital Award. Pour retrouver la souveraineté numérique, il faut des étapes. Le Mali a déjà commencé. On a vu dans les panels avec la SMTD, avec l'AGETIC, avec ce que l'AGEFO fait, avec ce que l'AMRTP fait, avec les travaux qui sont en cours. Le Mali a déjà commencé, on a déjà le pied dedans et je suis sûre que si on persévère, nous allons avoir cette souveraineté numérique-là. En plus de la compétition, les 3 jours sont marqués par des ateliers sur la cybercriminalité et sur d'autres thèmes en lien avec le digital. Mali Digital Award est soutenu par le ministère en charge de l'économie numérique. Al-Qaïdi Amal Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. C'est le lieu de lancer un appel patriotique à toutes les intelligences de notre pays, particulièrement aux startups que vous êtes, pour engager la réflexion pour accompagner le processus de digitalisation de l'administration publique, dont le lancement officiel a été fait vendredi 19 juillet 2024 à Koulouba, par son Excellence le colonel Assimi Koïta, président de la transition chef de l'État. L'édition 2024 du Mali Digital Award, c'est aussi des trophées d'encouragement aux partenaires pour la réussite de l'événement. 200 millions de francs CFA, c'est le coût d'une centrale solaire inaugurée en Gara, c'est dans la région de Ségou. Une réalisation de WeLight. 400 ménages seront touchés directement par ces installations. Gara complète ainsi à 14 la liste des localités bénéficiaires de ce vaste projet d'électrification rurale au Mali. Le reportage depuis Ségou avec Jacqueline Dako.
Avoir de l'électricité chez soi n'est plus un luxe pour Ngara et ses 1600 habitants. Avec cette centrale solaire d'une capacité de 66 kW crête, 400 ménages bénéficieront de l'électricité 24 heures sur 24 avec à la clé des compteurs prépayés. Assita Mbalo, bénéficiaire en Ngara. Nous sommes très contentes de l'électrification de notre localité, ce qui va nous permettre de créer des activités génératrices de revenus. Je vends du jus, des boissons, de la glace et de l'eau fraîche. Je consomme 10 000 francs de crédit en 5 jours, ce qui est élevé pour moi. Je demande à WeLight de diminuer le prix pour augmenter nos bénéfices. À travers cette centrale solaire, WeLight, en collaboration avec l'AMADER, vient appuyer les efforts de l'État dans l'électrification rurale. Romain de Villeneuve, directeur général de WeLight. 2000 personnes utilisent les services électriques que nous apportons tous les jours. Donc nous les remercions et nous sommes heureux avec eux de constater la prospérité qui commence à arriver dans le village grâce à la modernité de l'électrification. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. L'installation d'une centrale électrique avec le système solaire va réduire considérablement l'exode rural et la délinquance juvénile. D'autre part, propulser les développements de la commune par la création des petites et moyennes entreprises. Les autorités administratives régionales seront toujours à vos côtés pour vous accompagner dans les actions de développement. La collaboration WeLight, Action Group, Sagemcom et Norfond a déjà fait tache d'huile. De 2021 à nos jours, plus de 20 000 foyers ont été électrifiés et plus de 500 entreprises bénéficient d'une électricité productive. Ségou, Jacqueline Dako et Isaba pour l'ORTM. Et l'on en vient à l'invité de ce 13h dimanche. Nous recevons en direct dans ce studio Maître Demba Koné, il est secrétaire général de l'Ordre des noteurs du Mali. Nous évoquons avec lui les conclusions des états généraux du notariat que le pays vient d'abriter. Oui, des travaux qui ont duré 2 jours dans la capitale malienne et qui ont été sanctionnés par d'importantes décisions. Monsieur Demba Koné, bonjour. Bonjour, Monsieur Traoré. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelles sont les principales décisions issues de vos travaux? Principalement, nous avons décidé que désormais, nous allons adopter un code de déontologie et un règlement intérieur rapidement. D'accord. Nous allons insister sur le renforcement des capacités des notaires par la valorisation de la formation continue, l'opérationnalisation de la caisse de dépôt et consignation, parce que l'argent des gens se trouve entre nos mains, on doit les déposer souvent à une caisse, mais qui est malheureusement qui n'est pas opérationnelle. L'institutionnalisation des cadres permanents de concertation avec les partenaires, les ministères des Finances, des domaines, des Affaires étrangères, etc. D'accord. Et surtout la digitalisation de l'activité notariale. Très bien. Et quels sont les défis auxquels votre profession est confrontée à ce jour? Nous avons par exemple le défi de la digitalisation. Parce D'accord. que vraiment sans la digitalisation, nous souffrons beaucoup. Il y a le défi plus globalement de l'adaptation à l'évolution galopante du monde. Le monde va très très vite, donc il faut que le notariat s'adapte à chaque fois. Et nous devons aussi résister à des assauts. C'est une profession vraiment enviée. Et on a tendance à croire que ce n'est pas une profession nécessaire et à essayer de la... On va parler de votre profession tout à l'heure, mais déjà, vous avez évoqué tout à l'heure quelques décisions issues de vos travaux, de vos états généraux. Quel mécanisme de suivi avez-vous mis en place pour que ces recommandations ne dorment pas dans les tiroirs? C'est ça. D'accord. Déjà, nous allons faire un rapport final bien détaillé, bien circonstancié, qu'on va déposer au niveau du département. Et nous allons confier donc le suivi à l'ordre des notaires. D'accord. À sa tête, le président de l'ordre va faire un suivi régulier de la mise en œuvre de ces recommandations. Il n'est pas un notaire qu'il veut, nous savons que... Oui, allez-y. Absolument. Rappelez-nous quel est son rôle, quelle est la mission d'un notaire dans l'architecture judiciaire? Dans l'architecture juridique et judiciaire, le notaire occupe la place de celui qui fait les actes. Qui fait les actes entre les particuliers. Faire les actes entre les particuliers et préconstituer la preuve entre eux est un service public. Ce service public, l'État a jugé nécessaire de le déléguer à des gens. Ça, ce sont les notaires. Et ils sont donc logés dans la grande famille judiciaire. Donc, ce qu'ils font fait loi.
quand deux personnes viennent pour une vente de parcelle, le notaire fait leur acte entre elles. Cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Donc normalement, c'est un travail qui relève de l'État, comme la santé, comme la défense, comme l'information. Mais l'État, au lieu de les gérer en régie, a préféré le déléguer à des gens de confiance, à savoir les notaires, voilà, qui sont bien formés et qui ont prêté serment qu'ils ne vont jamais tricher. D'accord. Donc c'est cela. Le pays en compte combien à ce jour? Aujourd'hui, nous sommes 61 pour toutes les nations du territoire. Et vous couvrez l'ensemble du territoire national ou vous êtes concentré dans quelques localités? Nous faisons un grand effort de maillage du territoire depuis un certain temps. Voilà, par exemple, il y a des notaires à Gao, il y a des notaires à Mopti, il y a des notaires à Kaï, à Sikasso, à Ségou, un peu partout. Bon, j'avoue que c'est quand même pour le moment dans les grandes villes. Voilà, et pour les villes moins grandes, bon, pour l'instant, on s'appuie un peu sur le greffier du tribunal qui fait office de notaire pour satisfaire les besoins de ces gens. Le temps qu'un notaire arrive. Oui. Une fois qu'un notaire arrive, il est décédé. 61 notaires pour 22 millions d'habitants, 19 régions, c'est pas peu, c'est aussi un défi à relever, n'est-ce pas? Voilà, bon, ce n'est pas peu si on réfléchit un peu sur la nature intrinsèque de cette profession. C'est une profession qui n'est pas tellement liée au nombre d'habitants, c'est lié plutôt à l'essor économique. C'est-à-dire que plus une localité est développée, plus elle peut avoir besoin de notaires. Par contre, une localité où il n'y a pas d'activité économique, bon, quand on met un notaire là-bas, bon, c'est pas bon. Très bien. Un message particulier à lancer en ce moment précis? Bon, à ce moment précis, au nom du président de l'Ordre des notaires, je remercie vraiment les autorités de nous avoir accompagnés pendant ces 2 jours, en particulier le Premier ministre et son cabinet, les membres du gouvernement, les membres du CNT et toutes les personnes qui se sont vraiment investies pour le succès de l'événement, et les notaires et à leur tête les doyens qui n'ont pas lésiné sur les moyens qui nous ont accompagnés. Et je salue particulièrement les notaires de l'intérieur et les jeunes notaires pour leur implication. Et j'en appelle à la population. C'est que vraiment, il cherche à connaître le notaire. C'est un personnage très important dans le dispositif parce qu'il fait de la prévention. Il vous épargne bien des surprises et bien des procès. Donc, j'en appelle donc à la population à solliciter les services des notaires. Alors, vous êtes regroupés au sein d'un siège où chacun se trouve dans son cabinet? Chacun se trouve dans son cabinet, mais nous sommes organisés en ordre professionnel. Et l'ordre professionnel a un accès facile pour la population? On peut se rendre facilement chez vous, savoir avoir toutes les informations sur vous? Voilà, malheureusement, les gens pensent que le notaire n'est pas accessible, mais nous sommes accessibles. D'accord. Nous sommes ouverts à tout le monde et on pense qu'on est cher, on n'est pas cher. D'accord. On n'est pas cher. Quand vous venez, seulement vous devez payer des impôts. D'accord. À chaque fois que vous faites vos travaux, vos prestations, vous devez payer des impôts. Ce sont ces impôts qui sont élevés, sinon les honoraires du notaire sont symboliques. D'accord. Donc j'encourage les gens à aller vers les notaires. Ils ne sont pas compliqués du tout. Très bien. Maître Demba Kone, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre des notaires du Mali. Merci encore d'avoir répondu à nos différentes questions. Également dans l'actualité, le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation qui s'ouvre ce dimanche à Busan, en Corée du Sud. La jeunesse, changement de mentalité, comment aider les jeunes à être des leaders bien éclairés de demain. C'est le principal objectif de cette rencontre mondiale. La délégation malienne est conduite par Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse. Dans son agenda, une intervention, des rencontres bilatérales et des visites. Les enjeux de ce forum avec nos envoyés spéciaux à Busan, en Corée du Sud, Abdul Karim Kaba et Sambou Diakité. Busan, la grande ville de Corée du Sud, ouvre ainsi ses portes à la jeunesse pour une semaine. Cette rencontre de haut niveau abordera des sujets cruciaux pour la jeunesse, tels que l'entrepreneuriat, la formation professionnelle ou encore l'intégration sociale des jeunes. Moon Sun Kwan, coordinateur de l'ONG IYF au Mali. C'est pour que nous puissions bien échanger ensemble, c'est par rapport au problème de la jeunesse, pour que nous puissions trouver une solution ensemble aussi, pour organiser en même temps un camp de la jeunesse avec 3000 étudiants. La voix du Mali est portée par le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. La participation du Mali devra donc permettre de promouvoir le plein épanouissement des jeunes. Outre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, plus de 30 ministres de 40 pays du monde sont entendus à ce forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. Séoul
Abdelkarim Kaba, Sambou Diakité pour l'ORTM. Oui, Abdelkarim Kaba vient de le dire. La Voix du Mali sera portée à ce forum mondial par le ministre en charge de la jeunesse. Au micro de nos envoyés spéciaux, Abdelkassim Ibrahim Fouamba nous parle de l'importance d'un tel forum pour le Mali et le message qu'il entend partager auprès de ses homologues et de l'ensemble des participants. Nous l'écoutons. Pour nous, un forum de ce genre nous permet de constater, pas à travers des fables, mais de constater de visu, une situation concrète d'un pays qui, il y a 60 ans, a décidé de prendre son destin en main et qui aujourd'hui, si vous le voyez, est dans des conditions vraiment meilleures pour leurs citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, ce partage d'expérience, de comment ils ont fait, quelles sont les étapes qu'ils ont franchies, vont nous être extrêmement utiles en les contextualisant à nos réalités maliennes pour que nous aussi, dans 30 ans ou dans 25 ans, on puisse avoir un pays développé, un pays qui est convenable pour tous les citoyens, le Mali croix dont tout le monde rêve. Et je pense que ce genre de forum, c'est cette utilité que ça va donner. Par rapport à l'organisation même que nous avons vue de cet événement, nous avons vu un événement assez spécial où il y a des grands chanteurs, des grands danseurs, des grands chorégraphes, des pianistes qui sont venus, qui sont reconnus de façon internationale. Mais juste à côté de ces pianistes, de ces grands danseurs, de ces grands chanteurs, il y avait un Coréen. Ce message, il est très fort. C'est-à-dire que nous devrions avoir toujours en pensée qu'à chaque fois que nous demandons de l'expertise, qu'il y ait obligatoirement un Malien à côté. Et le transfert se fait comme ça. Chez eux, c'est comme ça, ils sont en train de faire le transfert. Et c'est comme ça, ils ont fait le transfert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les messages positifs que nous attendons. Lorsqu'on leur dit, mais comment vous avez fait pour traverser un point extrêmement difficile à aujourd'hui un point beaucoup plus confortable? Ils disent que c'est l'amour du pays. Lorsqu'on en parle, des fois, certains ne comprennent pas. D'autres le prennent peut-être en amusement. Mais eux le prennent très au sérieux. Ils disent qu'on ne peut pas construire son pays si on n'aime pas son pays. Ils ont d'abord travaillé sur l'esprit de patriotisme et l'esprit de citoyenneté. À tous les coins de rue, vous n'allez quasiment pas voir de policiers. Mais vous allez voir d'autres personnes qui ont des gilets. Ils me disent qu'ils sont tous des bénévoles, sans exception. Ce sont des acteurs qui aujourd'hui ont intégré cette notion de bénévolat. Comment rendre service à ma communauté? 1 heure, 2 heures de mon temps. C'est ce qu'ils font tous, sans exception. Aujourd'hui, tout ce forum qui est organisé, avec des milliers de personnes, toutes ces personnes sont des bénévoles. Ce message est extrêmement important aussi. Comment nous devons également nous intégrer dans un système de bénévolat. La troisième chose, c'est qu'à ce stade aujourd'hui, nous devons réfléchir sur le fait qu'un organisme comme le Forum international de la jeunesse a pu aujourd'hui mobiliser autour d'elle-même, donc de cette organisation, tous ces acteurs-là, afin que ce soit des acteurs investis pour leur pays. Nous devons travailler également pour cela, et cela interpelle également mon département, dans la mesure où nous avons le Centre national de promotion du volontariat, où nous devons développer davantage cette notion de bénévolat et pousser les acteurs maliens aujourd'hui à s'investir davantage pour apporter leur contribution. Le ministre en charge de la jeunesse qui réagissait à l'instant, juste après l'ouverture du 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation, ce dimanche donc à Busan, en Corée du Sud, où il est 22h19. Dans le reste de l'actualité internationale, dans la sous-région, précisément en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires lancent une enquête pour mieux cerner la situation épidémiologique du VIH-Sida et des nouvelles infections chez les jeunes de 15 à 25 ans. Ces nouvelles infections, avec un taux de 40%, poussent les décideurs du pays à scruter la situation. Le nombre de décès liés au VIH-Sida a connu une baisse de 70% au cours des 10 dernières années en Côte d'Ivoire. Alors, Lassine Keita, au lancement de cette enquête, les autorités ivoiriennes rassurent les populations. Tout sera fait selon les normes, la confidentialité, mais également les mesures seront prises pour vous prendre en charge.
Il vaut mieux savoir que de mourir dans l'ignorance. Ces mots sont du ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, qui rassure les populations ivoiriennes à la suite du lancement officiel d'une enquête dénommée SIFIA. Cette enquête deuxième du genre couvrira toute l'étendue du territoire ivoirien et permettra de mieux cerner la situation épidémiologique du VIH-Sida et de recueillir des données fiables afin de réajuster la stratégie de lutte contre la maladie. La stratégie adoptée par les enquêteurs est de réaliser des interviews et de faire des prélèvements biologiques pour permettre aux personnes rencontrées de connaître leur statut sérologique. SIFIA est lancée à un moment où le pays connaît une baisse considérable de la mortalité liée au VIH-Sida, 70% au cours des 10 dernières années. La maladie était la première cause de mortalité chez les jeunes dans les années 1990, mais actuellement, elle occupe la 5e place et le taux de prévalence passe de 4,7% en 2010 à 1,8% en 2023. Ibrahima Traoré, les personnes de plus de 55 ans ne sont pas oubliées car elles développent également des infections. Pour le professeur Mamadou Samba, directeur de la santé, il y a une visibilité claire, une bonne photographie de l'épidémie pour adresser les points qu'il faut. L'actualité à présent dans la Corne de l'Afrique avec des navires de guerre turcs qui pourraient être déployés au large de la Somalie. Cela suite à une motion présentée par le président Recep Tayyip Erdogan au Parlement turc. Cette initiative qui devrait être adoptée fait suite à un accord stratégique signé en février entre la Turquie et la Somalie. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Quel est l'objectif principal de la Turquie pour ce déploiement ? Oui, le président turc Erdogan a présenté vendredi une motion au Parlement pour déployer des militaires en Somalie pendant 2 ans. Cette initiative découle, vous l'avez dit, d'un accord de coopération signé en février qui prévoit une assistance turque pour défendre le littoral somalien et renforcer ses forces navales sur une période de 10 ans. L'objectif principal est de lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden et de sécuriser la navigation dans cette région stratégique. Erdogan a affirmé que cela vise à protéger les routes commerciales internationales et à renforcer la sécurité maritime. Le déploiement s'inscrit également dans une stratégie plus large de la Turquie pour renforcer ses relations économiques et militaires avec l'Afrique. En plus de combattre la piraterie, les forces turques aideront à former les forces navales somaliennes, contribuant ainsi à développer les capacités militaires locales. Cette coopération reflète un renforcement des liens diplomatiques et économiques entre la Turquie et la Somalie avec l'intention de participer à la reconstruction du pays à travers divers moyens. Ibrahim. Merci beaucoup. Mohamed Sangaré, de la Somalie, rendons-nous dans l'est de la République démocratique du Congo où les autorités de la province du Sud Kivu annonce la suspension de toutes les activités minières. On en parle avec vous. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Le tour d'horizon de l'actualité, c'est avec vous et l'on commence avec la RDC. Oui, tout à fait. Les sociétés minières avaient 72 heures pour se retirer. Demain lundi, l'ensemble des sites d'exploitation devront être inactifs. Cette décision a été prise sur les recommandations d'une commission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le but, selon les autorités, c'est de remettre de l'ordre dans ce secteur pour assurer la traçabilité de ces minerais et préserver les vies humaines. Cap sur le Maghreb, précisément au Maroc, où l'UNESCO va évaluer l'état de conservation de la ville de Rabat. La ville de Rabat est l'un des 124 sites du patrimoine de l'UNESCO dont l'état de conservation sera évalué par la 46e session du comité du patrimoine mondial qui débute ce 21 juillet à New Delhi en Inde et se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2024. Avec une architecture remontant à 1184, la ville de Rabat est l'une des plus anciennes du monde. Ces nombreux monuments issus de multiples périodes de l'histoire marocaine attirent les touristes du monde entier. En 2012, l'UNESCO a inscrit la ville sur la liste du patrimoine mondial en reconnaissance de sa valeur historique et culturelle. L'armée israélienne a annoncé hier que ses avions de combat ont frappé des cibles militaires dans l'ouest du Yémen.
sous contrôle des rebelles Houthis. Les rebelles Houthis avaient revendiqué la veille une attaque au drone ayant fait un mort à Tel Aviv. Un responsable Houthi indique qu'Israël paiera les prix de ses frappes au Yémen. Ce dimanche, l'armée israélienne dit avoir intercepté un missile venant du Yémen. Aux États-Unis, le candidat à la présidentielle Donald Trump et son colistier étaient hier sur scène dans le Michigan pour leur premier meeting depuis la convention républicaine. Le duo républicain veut reconquérir en novembre prochain cet état clé remporté par Joe Biden en 2020. J'ai pris une balle la semaine dernière pour la démocratie, a lancé Donald Trump au début de son discours pour se défendre d'accusations récurrentes d'extrémisme vis-à-vis de sa rhétorique et de son projet politique. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité internationale avec le Bangladesh qui compte chaque jour ses morts et ses blessés suite à un soulèvement sans précédent contre la première ministre Sheikh Hasina à cause de l'annonce de la réduction des quotas d'emploi perçus comme des privilèges. Depuis le 16 juillet, au moins 151 personnes, dont plusieurs policiers, ont été tuées dans des affrontements à travers le pays, selon les sources policières et hospitalières. Les manifestants continuent à défier la police en dépit de l'instauration d'un couvre-feu et de la fermeture des universités où le mouvement a débuté. Ce dimanche, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a statué sur ces quotas controversés en les baissant fortement. L'instance a décidé que 93% des emplois de la fonction publique devraient être ouverts aux candidats en vertu du mérite sans quota. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Inch'Allah. L'actualité des sports, oui, le journal des sports dans quelques instants. En basketball, le Caridas du championnat national de première division s'est achevé hier. Il est qualifié pour les play-offs sont connus. Et toujours en basketball, la Coupe du Monde U17 filles au Mexique connaîtra son épilogue ce soir à l'issue de la finale qui oppose le Canada aux États-Unis aux environs de 2h30 temps universel. En athlétisme, les rideaux tombent ce dimanche sur les championnats nationaux seniors 2024 qui se déroulent à Sikasso. Le point complet de l'actualité des sports, c'est avec vous, Fotigui Tunkara. Championnat national senior d'athlétisme, l'édition 2024 se termine cet après-midi à Sikasso. Ce sera à l'issue des finales des dernières épreuves gardées pour la fin. Il s'agit du javelot femme, du saut en longueur homme, du lancer de poids femme, du 1500 mètres femme, du 200 mètres femme, du javelot homme, du 800 mètres homme, du relais 4x200 mètres femme et du relais 4x200 mètres homme. Plusieurs champions au titre de l'année 2024 sont déjà connus depuis hier. Il s'agit en l'occurrence de Dougnou Tambouroua de l'USFAS en 100 mètres femmes, Moussa Balo de l'USFAS en 100 mètres hommes, Koumba Sidibé de Djilba AC en 400 mètres femmes, Sinal Koulibaly de l'AS Police en 400 mètres hommes, Awa Djera de RAC en 800 mètres femmes, Amidou Djera de l'USFAS en 1500 mètres hommes, Tchemani Dambélé de l'USFAS en 5000 mètres femmes, Nasra Kone de l'AS Police en disque femmes, Mohamed Guindo de CAMD en disque homme et Tijan Diabaté du Debo Club de Mopti en triple saut homme. Championnat national de première division de basketball, les Caridas a pris fin hier et les qualifiés pour les playoffs sont connus avec à l'affiche Stade Malais de Bamako Djolba AC chez les dames et Stade Malais de Bamako AS Police chez les hommes. Au compte de la troisième et dernière journée du Caridas hier dans la salle Salamatou Maïga au Palais des Sports, le Djolba Dame a validé son ticket en disposant du Stade Malais de Bamako 92-73. L'USFAS Dame pour les privilèges a dominé l'AS Iral de Bamako 79-66. Chez les hommes, l'AS Police a arraché sa qualification à l'USFAS. L'équipe des policiers s'est imposée face à celle des militaires 65-63 au bout d'un match âprement disputé. L'AS Police rejoint ainsi au play-off le Stade Malais de Bamako déjà qualifié avant cette ultime journée, mais qui a cependant été sans pitié de Atar Club de Kidal 82-77. Les Blancs de Bamako réalisent ainsi les parcours sans faute, faisant un 3/3. Coupe du monde du basketball féminin de moins de 17 ans au Mexique. La compétition referme ses portes ce soir. Ce sera à l'issue de la finale qui mettra aux prises les États-Unis et le Canada. En demi-finale disputée hier soir, les États-Unis ont éliminé la France en s'imposant par 84-66. Pourtant, à la pause, les scores étaient de 40-30 pour les Françaises. De son côté, le Canada a écarté l'Espagne en l'emportant 77-73, alors qu'à la mi-temps, ce sont les Espagnols qui menaient par 39-34. En match de classement hier, le Mali a battu l'Argentine 78-67. Les Maliennes effectuent leur dernière sortie cet après-midi à partir de 18h30. Ce sera contre le Porto Rico en match de classement pour les 13e et 14e places. Le programme prévoit
également. À 16h, Mexique-Argentine pour les 15e et 16e places. À 18h, Finlande-Italie pour les 7e et 8e places. À 20h30, Australie-Japon pour les 5e et 6e places. À 21h, Nouvelle-Zélande-Égypte pour les 11e et 12e places. À 23h30, Taipei-Croatie pour les 9e et 10e places. À 23h30 également, Espagne-France pour les 3e et 4e places. Focus Santé. Dans la chronique santé de ce dimanche, il est question de la naissance des bébés avant le terme de la grossesse, autrement dit les prématurés. Ces bébés viennent au monde en général avant leur 37e semaine. Les prématurés classés en 3 grands types sont confrontés entre autres à des problèmes nutritionnels et respiratoires à cause de l'immaturité de leurs organes. Ils doivent rapidement bénéficier des soins intensifs juste après l'accouchement, la grossesse gémellaire ou plus, les infections. Le tabagisme sont quelques facteurs de risque de ces accouchements prématurés. Focus Santé est une réalisation de Combat Cissé. Le fait de donner naissance à un bébé avant le terme de la grossesse est appelé un accouchement prématuré. Ces bébés qui viennent au monde avant 37 semaines d'aménorrhée sont dans la prématurité et ils sont classés en 3 grands types. Dr Diara Nyasisoko, pédiatre. Il y a les très grandes prématurités qui sont nées avant 29 semaines et les prématurités de grande prématurité qui sont nées avant 33 semaines. Et ensuite, les prématurités moyennes qui sont nées à partir de 34 semaines d'aménorrhée. Les causes d'un accouchement prématuré sont nombreuses. Les causes générales peuvent être dues à une infection. Ensuite, il y a également les anémies chez la maman. Il y a surtout les maladies chroniques, l'HTA. Et il y a les causes qui sont également dues aux causes organiques, qui sont surtout l'utérus au niveau utérin, qui peut être due à un fibrome ou également à une cause placentaire. Il y a les causes qui sont également d'origine fœtale, soit les grandes, surtout les multiparités. Lorsqu'il y a les grossesses gémellaires, les grossesses triplées et les quadruplées. Il y a d'autres causes qui sont dues également aux causes, surtout les causes toxiques qui peuvent être dues les femmes qui prennent de l'alcool, du tabac, ou bien dues même surtout à l'âge maternel avancé et ou l'âge très jeune, inférieur à 18 ans. À cause de l'immaturité des organes, ces bébés ont en général des problèmes respiratoires, nutritionnels et ont besoin de chaleur. C'est pourquoi, en fonction des types de prématurité, ils doivent recevoir des soins intensifs. Dr Diara Nyasisoko, pédiatre. Chez les très grandes prématurités et les grandes prématurités, l'une des principales conséquences est la détresse respiratoire. Pour prévenir à ça, au cours de le suivi de la maman, lorsque le risque majeur est là pour la prématurité, donc on fait des traitements. Mais chez nous, il y a la corticothérapie qui est là, qui est faite dans les 24 heures avant l'accouchement et également la maturation cérébrale. Mais en dehors de ça, lorsque l'enfant est là chez nous en néonatologie, d'abord la prise en charge, c'est la couveuse. Donc c'est l'incubateur pour permettre aux prématurés de bien survivre et pour éviter les autres complications qui sont l'hypothermie. Et il y a également l'oxygénothérapie pour les bébés qui sont en détresse respiratoire. Il y a ce côté. Et il y a également la prise en charge des causes. Maintenant, si c'est une prématurée qui est née pour la cause qui est l'infection, donc le traitement est mis en cause par l'antibiothérapie. Maintenant, le reste du suivi, maintenant, en dehors de tout, c'est le côté nutritionnel. Donc, quand on dit prématurité, c'est dû à une immaturité des organes. Donc, cette immaturité fait que tous les organes sont presque atteints. En dehors de l'hospitalisation, ces bébés prématurés peuvent être soumis à une méthode faite maison appelée mère kangourou. Dr Diara Nyasisoko, pédiatre. Les enfants sont portés dans la poitrine des mamans. Pour faire cette méthode-là, il faut que les parents aussi soient disponibles et que les parents ont assisté à des soins mère kangourou. Et l'avantage de ces mères kangourou, c'est très très important parce que ça permet non seulement l'enfant de s'évoluer très rapidement, ça permet de diminuer beaucoup le reflux, ça permet également de maintenir également la chaleur. La surveillance, c'est comme les nouveau-nés à terme, donc on les voit à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois et à 12 mois de vie. L'anémie, le problème de locution, le trouble de la marche sont quelques risques sanitaires qui peuvent arriver aux prématurés. Focus Santé. 13h34, ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Alimata Ouattara, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly. La réalisation est assurée par Lassina Keita. Grand merci à Bourama Traoré à la coordination éditoriale. Bourama Traoré que vous allez retrouver justement juste après moi dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments
en compagnie de nos programmes. Au revoir.